Tout s'est joué en l'espace de 8 petites minutes. Pas une de plus. 8 minutes qui ont bouleversé l'équilibre des rapports franco-allemands pour une génération entière. Olaf Scholz venait tout juste de savourer ce qu'il croyait être une magistrale leçon infligée à Sébastien Lecornu devant l'ensemble des chefs d'État européens. Un regard narquois, ce demi-sourire supérieur qui en disait long, l'Allemagne avait, pensait-il, rappelé à la France qui était le vrai patron du vieux continent. Mais à cet instant précis, Lecornu s'est levé, et les mots qu'il a prononcés ont figé net la délégation allemande, comme pétrifiée. Ce n'était pas une joute protocolaire, c'était un basculement. C'était l'instant où Paris fit comprendre à Berlin que les temps de l'hégémonie allemande appartenaient désormais au livre d'histoire. Pour saisir l'ampleur de ce séisme diplomatique, il faut remonter 6 semaines plus tôt, dans l'atmosphère étouffante du mois d'août, derrière les portes capitonnées de l'Élysée. Ce jour-là, à 14h30 tapante, Sébastien Lecornu feuilletait un rapport confidentiel fraîchement remis par le patron de la DGSR. La France sortait à peine des émeutes Blocou. L'économie tentait de reprendre son souffle, et dans cette torpeur estivale, une révélation allait tout changer. La trahison énergétique allemande venait d'être mise à jour. Et avec elle, l'unité européenne allait vaciller comme jamais depuis la fin du conflit mondial. Préparez-vous, Monsieur le Premier ministre. Ce que vous allez découvrir dépasse l'entendement, lança le patron du renseignement intérieur en posant le dossier sur le bureau. Tandis que Berlin se posait en modèle de vertu, sermonnant l'Europe entière sur l'urgence de rompre les liens énergétiques avec le Kremlin, elle signait en coulisses des accords juteux avec Moscou, par l'intermédiaire de sociétés chinoises. Lecornu releva lentement la tête, les yeux écarquillés. « Vous êtes en train de me dire que... » Exactement. Pendant que Scholz agitait le drapeau des sanctions à Bruxelles, ses ministres paraffaient des contrats pour du gaz russe en douce. Des preuves? Des dizaines. Contrats planqués, entreprises écrans, virements dissimulés. Et pendant que la France se saignait pour rester droite dans ses bottes, l'Allemagne, elle, contournait tout. Pire, alors que nos entreprises étranglées par le prix du gaz mettaient la clé sous la porte, leurs homologues d'outre-Rhin profitaient d'un tarif russe discount. Une tricherie méthodique, orchestrée depuis les plus hautes sphères de Berlin. Cette nuit-là, Lecornu n'a pas fermé l'œil. Il a arpenté les jardins de Matignon en silence, rongé par la colère. Il pensait à ses patrons français ruinés, à ses ouvriers licenciés, à ses familles écrasées par des factures qu'aucun Allemand ne paierait jamais. Il pensait surtout à cette Europe faussement unie, où les donneurs de leçons maquillent leurs deals dans l'ombre pendant que d'autres paient le prix fort. Une Europe à 2 visages. Une trahison à visage découvert. Le 20 août au matin, une réunion de crise fut convoquée à Matignon. Autour de la table ovale, les piliers du gouvernement. Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. Les visages étaient fermés, l'air chargé de gravité. Lecornu prit la parole, le regard fixe et la voix posée. Nous avons désormais des preuves irréfutables. Berlin joue double jeu depuis des mois. Elle brandit le drapeau des sanctions tout en continuant à commercer avec la Russie dans l'ombre. Cette duplicité doit cesser. Bruno Le Maire fronça les sourcils. Tu réalises ce que tu proposes, Sébastien? L'Allemagne reste notre principal partenaire économique, si on la dénonce publiquement. Mais Lecornu coupa net. Elle nous affaiblit depuis des mois, Bruno. Elle ronge notre tissu industriel en trichant, tout en nous imposant des règles qu'elle ne respecte même pas. Il est temps de sortir de l'aveuglement. Catherine Colonna, elle, blêmit. Et ici, en dénonçant cette hypocrisie, c'est l'unité européenne qu'on fait voler en éclats. Le premier ministre tourna lentement la tête vers elle, glacé de lucidité. « Catherine, cet édifice est déjà en ruine. Depuis une décennie, l'Allemagne dicte sa loi à l'Europe tout en s'en exemptant elle-même. Cette Europe-là, construite sur la domination d'un seul, mérite-t-elle vraiment d'exister? » Les jours suivants furent une course contre la dissimulation. Lecornu mobilisa ses équipes. Chaque ligne, chaque clause des accords énergétiques allemands fut passée au crible, et ce qu'il découvrit dépassait l'indignation. Non seulement Berlin continuait à importer du gaz russe, mais elle le revendait à ses voisins européens
avec bénéfice. Un business honteux bâti sur les cendres de la guerre en Ukraine. Puis arriva ce coup de fil, le 1er septembre. Un appel codé directement du PDG de Total Energy. « Monsieur le Premier ministre, mauvaise nouvelle. On vient de perdre un contrat majeur face à BASF. Leur prix est 30% plus bas que le nôtre. Comment c'est possible? Ils ont toujours accès au gaz russe, c'est limpide. » À cet instant, le cornu sentit sa rage bouillir. L'hypocrisie allemande ne se contentait plus de salir la morale, elle asphyxiait l'économie française. Et comme si le destin s'en mêlait, une opportunité en or tomba du ciel. Le 10 septembre, un sommet spécial sur la sécurité énergétique était organisé à Bruxelles. Et devinez qui devait ouvrir la séance? Olaf Scholz lui-même. Sujet, l'indépendance énergétique de l'Europe. L'ironie avait un goût amer. Le chef d'orchestre de la supercherie allait se faire passer pour le gardien de la vertu. Dans l'avion pour la capitale belge, le cornu ne montrait aucun signe de stress. Calme, presque apaisé. Ses collaborateurs, eux, retenaient leur souffle. Mais lui savait une chose. Quand on porte la vérité, on n'a rien à craindre. Ce qu'il s'apprêtait à dévoiler allait secouer les fondations de l'Union. Et il était prêt. Bruxelles, 10 septembre. L'ambiance dans la salle était digne d'un conseil de guerre. Autour de la grande table circulaire, les 27 chefs d'État et de gouvernement fixaient l'avenir énergétique du continent. Olaf Scholz, en habituel gardien autoproclamé des valeurs européennes, ouvrait la séance d'un ton grave. « Mesdames et messieurs, l'Europe se doit de tracer la voie. Nous ne pouvons plus être à la merci de régimes autoritaires qui transforment l'énergie en arme géopolitique. » À quelques mètres de là, le cornu, impassible, laissait échapper un mince sourire. L'ironie de la scène ne lui échappait pas. Scholz enchaîna, l'air faussement compréhensif. « Il est vrai que certains pays peinent encore à rompre totalement avec les sources russes. On peut le comprendre, mais on ne peut l'excuser. L'unité européenne passe par une application stricte de nos engagements. » La cible était à peine masquée, mais le message était limpide. L'Allemagne pointait du doigt la France. Et pour qu'il n'y ait plus aucun doute, Scholz enfonça le clou. « Prenez la France, par exemple, » dit-il en tournant lentement la tête vers le cornu. « Certains de ses contrats avec des États de l'Est restent problématiques. Il est temps que Paris se montre à la hauteur des standards qu'elle prétend défendre. » Sous couvert de principe, c'était une attaque publique soigneusement emballée. Mais le premier ministre français n'avait pas dit son dernier mot. La gifle fut donnée en plein jour, devant toute l'Europe. Scholz, le visage fermé mais l'orgueil gonflé, prit la parole pour pointer du doigt Paris. Selon lui, la France n'était pas à la hauteur de ses obligations en matière de sanctions contre Moscou. L'Allemagne, elle, affirmait-il avec une assurance presque théâtrale, avait fait ce qu'il fallait. Nous avons fermé Nord Stream. Nous avons élargi nos sources d'approvisionnement. Nous avons pris nos responsabilités. Il est temps que nos partenaires suivent la voie que nous avons tracée. Plus il parlait, plus le mensonge semblait se déguiser en vertu. Et le clou final arriva, implacable. Certains préfèrent les effets d'annonce aux vraies décisions, les envolées populistes aux vraies réformes. Ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui, c'est de sérieux, pas de spectacle. La cible, inutile de la nommer. C'était le cornu. L'atmosphère se figea. Un silence glacial descendit sur la salle. Certains dirigeants détournaient le regard. La mise en scène était parfaite. La France venait d'être publiquement rabaissée, méthodiquement, volontairement. Charles Michel, visiblement mal à l'aise, rompit le silence. « Quelqu'un souhaite réagir ?» Tous les regards convergèrent vers le cornu. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascula. Sans un mot, il se leva. Pas un papier en main, pas une note. Juste son regard, fixe, planté dans celui de Scholz. Il posa lentement ses deux mains sur la table, et sa voix, posée, calme, traversa la salle comme une lame. « Monsieur le chancelier, merci pour votre démonstration de vertu énergétique. Vraiment, c'était édifiant. Surtout venant d'un pays qui, en la matière, regorge d'enseignements à nous transmettre. » La phrase semblait polie, presque cordiale. Mais le ton...
Le ton fit blêmir instantanément Scholz. « Vous voulez parler d'indépendance énergétique? Très bien, parlons-en. » Toutes mes félicitations, Monsieur le chancelier, pour ce bel exemple d'indépendance énergétique. Vraiment. Avec un calme presque trop maîtrisé, le cornu sortit une chemise cartonnée de sa mallette. Permettez-moi de partager quelques perles administratives qui, je crois, incarnent à merveille votre modèle. Il prit soin d'ouvrir le dossier lentement, comme pour faire monter la tension dans la salle. Contrat daté du 15 juin 2025, signé entre une société allemande et un intermédiaire chinois, Sinogaz International. Origine du gaz? Gazprom. Destination finale? L'Allemagne. Silence. Glacial. Lourde stupeur dans l'Assemblée. Montant? 2,5 milliards d'euros, précisa-t-il d'un ton chirurgical. Scholz pâlit. Le cornu, lui, poursuivait, implacable. Juillet 2025, nouvelle opération. Cette fois via Énergie Asia Europe, société écran bien connue. Même gaz russe, même chemin détourné, même bénéficiaire. Vous. Montant, 1,8 milliard. Puis il enchaîna comme un bourreau déroulant sa sentence. Contrat du 22 août. Contrat du 5 septembre, 2,1 milliards. Et enfin, il leva les yeux. Au total, Monsieur le chancelier, cela représente 12,3 milliards d'euros de gaz russe acheté par l'Allemagne depuis janvier. Vous êtes, à ce jour, le plus gros client européen de Gazprom. Pause. Regard planté dans celui de Scholz. Alors, dites-moi, cette fameuse exemplarité que vous aimez tant prêcher, elle commence où exactement? Scholz tenta une réaction. Un début de phrase brouillon, quelques papiers tremblants en main, des mots confus. Mais le cornu ne lui laissa aucune échappatoire. Des allégations, dites-vous. Monsieur le chancelier, ce que j'ai ici n'a rien d'un récit fantaisiste. Ce sont des preuves. Factures tamponnées, virements bancaires tracés, certificats de livraison en bonne et due forme. Vous souhaitez que je les fasse passer de main en main? Je peux. Tout de suite. L'effet fut instantané. Un frisson parcourut la salle. On vit des dirigeants sortir leur téléphone, d'autres griffonner frénétiquement sur leur carnet. Tous comprenaient que ce qu'ils vivaient là n'était pas une dispute diplomatique de plus. C'était un choc tectonique. Mais le cornu n'avait pas fini. Son ton restait posé, presque clinique. Et ce n'est que le début. Tandis que vous posiez en défenseur des principes face à Moscou, Berlin revendait en douce ce même gaz russe à ses voisins européens, avec une marge de 40%. Puis il planta son regard dans celui de Scholz. Vous n'étiez pas seulement l'allié tacite de Poutine, monsieur le chancelier. Vous étiez son distributeur officiel sur le marché européen. Ce fut une déflagration. La salle explosa en protestation. Le premier ministre polonais bondit de sa chaise indigné. « Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on a acheté du gaz russe déguisé en gaz made in Germany? » Le président tchèque prit la parole à son tour, l'air sidéré. « Donc l'Allemagne nous a refourgué l'énergie qu'elle prétendait refuser? » Le choc était collectif. L'indignation immédiate et foudroyante. Scholz tenta un sursaut de contrôle. Ces accusations sont extrêmement sérieuses. Il faut en vérifier la véracité. Mais le cornu ne lui laissa pas cette bouée de sauvetage. Il le coupa, net, tranchant. Vérifiez si vous voulez, monsieur le chancelier. Nous, c'est déjà fait. Pendant que vous montiez sur scène pour faire la leçon à l'Europe entière, vos entreprises signaient en douce avec le Kremlin. Pendant que vous imposiez les sanctions, vous étiez déjà en train de les contourner. Puis, après une courte pause, il lança, presque moqueur. « Et vous voulez entendre le plus savoureux? » Un rictus glacial se dessina sur ses lèvres. L'Allemagne a empoché 5,2 milliards d'euros en revendant ce gaz russe à ses voisins européens. Vous avez transformé une guerre en business. Vous avez bâti un empire de profit sur les ruines d'un pays en feu, sur le sang des Ukrainiens. Scholz n'était plus qu'une ombre figée, anéantie. Les mots lui échappaient. Ses conseillers, paniqués, murmuraient à toute vitesse à ses oreilles. Mais c'était peine perdue. Il n'y avait plus rien à recoller.
l'exposé de Lecornu avait tout pulvérisé. Le silence, lui, était absolu. Et Lecornu, implacable, reprit la parole. « Monsieur le chancelier, permettez-moi de vous poser 3 petites questions. » Il marqua une courte pause, puis les mots tombèrent, lourds, précis comme des lames. Comment qualifie-t-on une nation qui prétend incarner la vertu tout en agissant dans le vice? Comment nomme-t-on un allié qui poignarde dans le dos pendant qu'il sermonne sur la loyauté? Et comment doit-on appeler un chef d'État qui, sous couvert de solidarité, finance en sous-main ceux qu'il prétend combattre? La salle retint son souffle. Chaque interrogation résonnait comme une cloche funèbre. Moi, je n'y vois qu'un mot, monsieur le chancelier. L'hypocrisie. Une hypocrisie systémique, industrielle, gravée dans les rouages même de votre appareil d'État. Il se redressa lentement, dominant l'Assemblée par la seule force de sa voix. Vous voulez nous faire la morale? Très bien. Commencez donc par l'appliquer chez vous. Vous aimez parler d'exemplarité européenne? Formidable. Mais alors, que l'Allemagne cesse une bonne fois pour toutes de servir de comptable à Vladimir Poutine. Et puis, dans un calme glacial, Lecornu lâcha la sentence. Sa voix n'était plus celle d'un homme politique. C'était celle d'une nation qui se relève. La France, déclara-t-il avec une autorité souveraine, ne se laissera plus jamais faire la leçon par un pays qui trahit systématiquement les règles communes tout en jouant les modèles. Nous refusons d'être humiliés par un allié qui nous enlace en façade et nous enfonce une lame dans le dos en coulisses. Puis il asséna le coup final. Le coup que personne n'osait imaginer. Monsieur le chancelier, à compter de ce jour, la France gèle tous ses accords énergétiques avec l'Allemagne. Nous ne traiterons plus avec un État qui alimente nos adversaires. Nous rompons tout échange avec un partenaire qui truque la concurrence. Et nous ne reconnaissons plus comme interlocuteur un dirigeant qui ment ouvertement à ceux qu'il appelle ses alliés. L'effet fut immédiat. Explosion de murmures, regards éberlués, tension maximale. La salle bascula dans une cacophonie incontrôlable. C'était du jamais vu. Pour la première fois, un pays de l'Union coupait, en direct, les ponts énergétiques avec Berlin. Un séisme diplomatique. Scholz tenta un ultime baroude. « Monsieur Lecornu, ces accusations me semblent... » Mais le premier ministre l'arrêta net d'un simple geste. « Ces faits sont prouvés, chiffrés, archivés. Si vous les jugez faux, alors soyez cohérents, rendez publics vos contrats, ouvrez vos livres. Montrez au monde votre exemplarité. » Silence, parce que tout le monde savait que c'était impossible. Scholz venait de tomber dans son propre piège, pris la main dans le gaz, ridiculisé, dépouillé publiquement de sa façade morale. Lecornu se tourna vers l'Assemblée, droit comme un juge. « Mesdames, Messieurs les dirigeants de l'Union, l'heure est venue de choisir. Soit nous continuons à fermer les yeux sur le double jeu allemand, soit nous décidons, ici et maintenant, que l'Europe mérite mieux que le mensonge et l'opacité. » Il jeta un dernier regard à Scholz, le regard acéré. « Vous nous avez accusés de céder au populisme énergétique. Eh bien, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est le vrai populisme. C'est promettre la fin de la dépendance au gaz russe tout en continuant à l'acheter en douce. C'est jouer les parangons de vertu en public tout en pactisant avec l'immoralité en coulisses. C'est vouloir incarner l'Europe tout en la trahissant. » Puis il se rassit. Posément. Le silence qui s'ensuivit fut d'une densité presque irréelle. Et puis, quelque part dans la salle, un applaudissement timide. Puis un autre. Jusqu'à ce que peu à peu, la majorité des délégations se lève pour ovationner Lecornu. Seule l'Allemagne resta figée. Ce qui se passa ensuite dépassa tous les scénarios écrits à Bruxelles. L'Union européenne venait d'assister en direct à l'effondrement de l'autorité morale allemande. L'Allemagne, longtemps auréolée de vertu, révélée comme le tricheur en chef de tout un continent. La presse s'emballa. « L'Allemagne a trahi l'Europe », titrait Le Figaro. « Scholz, la supercherie énergétique », titrait Pays. « Berlin, scandale Roschengas », écrivait The Guardian. Mais c'est en Allemagne que la tempête frappa le plus fort. Le journal Die Welt résumait tout.
la plus grave crise de crédibilité allemande depuis 1940. Dans les heures qui suivirent, Berlin tenta de contre-attaquer. Scholz convoqua une conférence de presse en urgence, mais les journalistes allemands eux-mêmes le prirent de front. « Monsieur le chancelier, comment expliquez-vous ces contrats dissimulés? Depuis quand l'Allemagne manipule-t-elle ses partenaires? Avez-vous l'intention de démissionner? » Scholz bafouilla. Il s'agissait d'accords techniques, temporaires. Mais plus personne ne l'écoutait. Les preuves de Le Cornu étaient trop solides, trop nettes, trop écrasantes. Côté français, c'était l'explosion. Le Cornu devint, en une nuit, l'homme le plus populaire du pays. Les sondages s'envolèrent. Plus 36 points en 24 heures. Du jamais vu. Enfin, un chef français avait tenu tête à Berlin. Il l'avait fait plier. L'industrie nationale, longtemps à genoux, reprenait espoir. « On va enfin pouvoir jouer à armes égales », s'exclama le PDG de Renault. « Fini l'hypocrisie allemande », jubila celui d'Air Liquide. L'économie française respirait de nouveau, soulagée d'un complexe d'infériorité trop longtemps subi. Mais c'est à Bruxelles que la réplique fut la plus décisive. Pays après pays, les partenaires européens se joignirent à la fronde. La Pologne exigea réparation pour avoir acheté sans le savoir du gaz russe reconditionné « Made in Germany ». L'effet domino venait de commencer. L'onde de choc ne s'arrêta pas aux frontières belges. Dès la semaine suivante, Rome exigeait une inspection complète des contrats énergétiques signés par Berlin. Amsterdam, elle, réclamait une refonte totale de la politique énergétique de l'Union. Le sol tremblait sous les pieds allemands. Scholz tenta bien une manœuvre de sauvetage. Une conférence, une promesse de transparence, un début de justification. Mais la messe était dite. Sa parole ne valait plus rien. L'homme qui incarnait hier encore la boussole morale de l'Europe n'était plus que l'incarnation d'un scandale. Et puis, le 25 septembre, survint l'événement que personne n'osait même imaginer. Le Bundestag vota la défiance. Oui, le Parlement allemand renversa son propre chancelier. Une première dans l'histoire de la République fédérale. Son crime? Avoir menti à ses alliés européens. Ce vote ne signifiait pas seulement la fin de Scholz, c'était l'acte de décès de l'arrogance allemande à Bruxelles. Le géant allemand, si habitué à dicter la marche à suivre, découvrait brutalement ce que cela signifie d'être mis au banc. Désormais, c'était à son tour de rendre des comptes. Et ses voisins ne comptaient pas se montrer indulgents. Pendant que Berlin s'effondrait, Paris s'élevait. Le Cornu, autrefois perçu comme discret, devenait le nouveau visage de l'intégrité européenne. Son courage faisait écho partout sur le continent. À Madrid, Pedro Sánchez salua « Un homme qui a rappelé que la vérité est la seule base possible pour l'Europe. » À Rome, Mario Draghi ne mâcha pas ses mots. La France vient de briser le chantage énergétique allemand. Octobre 2025 entra dans l'histoire. Pour la première fois depuis le traité de Rome, le fameux axe franco-allemand volait en éclats. Mais contrairement à ce que redoutaient les eurosceptiques, ce n'était pas la fin de l'Europe. C'était sa libération. Sans la tutelle allemande, une nouvelle Europe prit forme. La France, épaulée par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et les pays nordiques, forma une alliance nouvelle, fondée sur la transparence et la probité. L'Europe réalisait, enfin, qu'elle pouvait exister, sans être à genoux devant Berlin. Novembre 2025. Le Parlement européen est plein à craquer. Les 705 eurodéputés sont réunis. Au centre de l'hémicycle, Le Cornu s'avance, seul. Une fois à la tribune, il laisse planer quelques secondes de silence, puis il commence. Mesdames, Messieurs, l'Europe vient de traverser une vérité brutale mais salutaire. Pendant des mois, celui que nous pensions être notre guide nous a trahis dans l'ombre. Cette trahison, aussi dure soit-elle, nous a rappelé une chose essentielle. Sans vérité, l'Europe n'est qu'une façade. Et sans hausser le ton, il enchaîne. Certains ont cru que dénoncer la duplicité allemande affaiblirait notre union. Ils se sont trompés. C'est le mensonge qui affaiblit. C'est la vérité qui libère. L'honnêteté qui nous soude. Et la transparence qui nous élève. La salle explose. Une ovation. 15 minutes de tonnerre. Pas une parole, que des applaudissements. Et en décembre,
3 mois, jour pour jour après son affrontement avec Scholz, le verdict tombe. Lecornu est élu Européen de l'année par Time Europe. Le titre est sans appel. L'homme qui a arraché l'Europe au mensonge allemand. Celui qu'on croyait condamné à une carrière discrète venait de devenir la conscience d'un continent. Pendant ce temps, à Berlin, l'ambiance n'est plus à la fanfaronnade. La nouvelle chancelière, Saskia Esken, tente tant bien que mal de recoller les morceaux. Elle multiplie les excuses publiques, promet une transparence nouvelle ère. Mais le mal est profond et la confiance brisée. Le leadership moral allemand n'est plus qu'un souvenir embarrassant. Et pourtant, quelque chose change. Lentement. Janvier 2026, 4 mois après le cataclysme de Bruxelles, les relations entre Paris et Berlin commencent à se réchauffer. Mais sur de toutes nouvelles bases. Fini les ordres, place à l'équilibre. Fini l'opacité, place à la clarté. Fini les illusions, place à la vérité. L'Europe entrait dans son ère post-allemande et le 15 février, 5 mois jour pour jour après sa déclaration historique, Lecornu est accueilli en héros à Berlin. Reçu officiellement par Esken, il entre dans la capitale allemande comme celui qui a inversé le cours de l'histoire. Ce qui semblait impensable quelques mois plus tôt est désormais réalité. L'Allemagne reconnaît qu'elle n'est plus le centre de gravité du continent. Elle accepte enfin de redevenir un partenaire parmi d'autres. Devant les bancs solennels du Bundestag, Lecornu prit la parole avec une calme autorité qui ne laissait place à aucun doute. « Mesdames et messieurs les élus d'Allemagne, il est temps d'écrire un nouveau chapitre. La France est prête à collaborer, mais cette fois sur des fondations saines. Respect réciproque, équilibre réel, transparence totale. L'ère des injonctions unilatérales est derrière nous. Le futur se construira entre égaux, ou il ne se construira pas du tout. » Les applaudissements qui suivirent ne furent pas seulement symboliques. Ils scellaient la fin d'un cycle, celui d'une Europe soumise à la volonté allemande, et marquaient l'aube d'un continent repensé. Une Europe où Paris ne se contentait plus de suivre Berlin, mais marchait à ses côtés, tête haute. Quand les manuels d'histoire retraceront les origines de cette bascule, ils pointeront tous le même instant. 14h47, le 10 septembre 2025. L'instant où, debout dans une salle glaciale de Bruxelles, un premier ministre français regarda droit dans les yeux le chancelier allemand et lâcha cette phrase restée gravée dans la mémoire du continent. « Vous n'étiez pas simplement complice de Moscou. Vous étiez le grossiste officiel de Poutine en Europe. » Ce jour-là, la vérité mit un genou à terre au mensonge. Et c'est la France qui l'a porté. 8 minutes, pas une de plus. C'est tout ce qu'il fallut pour bousculer l'ordre établi. 8 minutes durant lesquelles la France redressa l'échine. 8 minutes où Sébastien Lecornu grava son nom dans les annales, comme celui qui a fait tomber le masque de l'hypocrisie allemande. Et Scholz? Il s'en souvient chaque jour. Reconverti dans l'ombre, loin des micros, il sait que l'histoire l'a déjà figé. Celui qui aura fait vaciller le prestige allemand d'un revers de mensonge. Mais cette tempête n'a pas fini de souffler, car dans les heures qui suivirent la bombe lâchée par Lecornu, une onde de choc s'est propagée dans les couloirs feutrés de Bruxelles. Ce que peu de gens savent, c'est que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lança dans le secret une inspection sans précédent. Elle exigea un audit complet des pratiques énergétiques de tous les États membres. Et ce qu'elle y découvrit laissa tout le monde bouche bée. 3 jours à peine après la tempête de Bruxelles, dans le silence feutré de son bureau, Ursula von der Leyen fixait le rapport que son directeur de cabinet venait de lui poser sur le bureau. « Madame la Présidente, ce n'est pas une crise, c'est une épidémie. » Le regard figé, elle écouta les mots tomber comme des pierres. « L'Allemagne n'est pas un cas isolé. Nous avons découvert des montages similaires en Autriche, aux Pays-Bas, et même ici, en Belgique. » Son visage se ferma, mais ce n'était encore qu'un avant-goût. Et ce n'est pas tout. Certains commissaires européens étaient au courant. Ils ont préféré détourner les yeux contre des compensations discrètes. Le poison de la corruption n'avait pas seulement infecté les États membres, il avait gangréné la machine européenne jusqu'à son sommet. Von der Leyen comprit l'ampleur du dilemme.
couvrir ses proches ou sauver l'âme de l'Europe. Mais au même moment, à des centaines de kilomètres de là, une autre bombe était sur le point d'exploser. À Paris, dans un bureau sous haute surveillance, Le Cornu recevait une note classée top secret du DGSE. Le directeur des renseignements n'y alla pas par quatre chemins. Monsieur le Premier ministre, Berlin n'a pas seulement acheté du gaz en douce. Ils ont également transmis des données industrielles sensibles à la Russie en échange de rabais sur leur livraison. Stupéfiant, effarant. L'Allemagne n'était plus seulement en faute diplomatique. Elle était devenue le cheval de Troie industriel de Moscou. Technologies européennes? Vendues. Brevets pharmaceutiques français? Offerts sur un plateau. Secrets militaires italiens? Livrés pour quelques centimes d'énergie. 10 jours après le séisme de Bruxelles, le 20 septembre, Le Cornu frappa un coup final. Lors d'une conférence de presse retransmise en direct dans toute l'Europe, il lâcha la dernière cartouche. Nous pensions que l'Allemagne mentait. Elle espionnait, pour Moscou. Un nouveau dossier, plus épais encore, s'abattit sur le pupitre. Voici les preuves de transfert de données confidentielles vers la Russie. Défense, spatiale, médecine. Berlin n'était pas qu'un distributeur de gaz. C'était l'œil de Poutine en plein cœur de l'Europe. La stupeur fut immédiate. À Francfort, les marchés s'effondrèrent. Partout, les accords industriels avec l'Allemagne furent gelés. BMW, Siemens, BASF, tous virent leur réputation basculer en une journée. Mais ce fut la Maison-Blanche qui porta le coup le plus retentissant. Joe Biden convoqua l'ambassadeur allemand, fit suspendre les transferts de technologies militaires et lâcha cette phrase sans appel. On ne partage pas ses secrets avec un ami qui les transmet à l'ennemi. L'OTAN elle-même dut revoir la place de l'Allemagne dans l'Alliance. Le masque était tombé. L'Europe découvrait que sa plus grande puissance avait trahi plus que des principes. Elle avait trahi sa confiance. Lorsque le secrétaire général Jens Stoltenberg annonça que Berlin serait temporairement mise à l'écart des briefings confidentiels de l'OTAN, ce fut un séisme diplomatique sans précédent. Voir l'Allemagne, colonne vertébrale historique de l'Alliance Atlantique, reléguée au banc de touche, une gifle aussi spectaculaire qu'humiliante. Mais c'est à l'intérieur même de ses frontières que l'Allemagne encaissa les coups les plus violents. Le SPD, le parti de Scholz, s'effondra comme un château de cartes. En 15 jours, il passa de 25% à un famélique 12% dans les sondages. Pendant ce temps, l'AfD, l'extrême droite nationaliste, profitait du chaos pour crier à la trahison de l'élite. Résultat, 28% d'intention de vote. Du jamais vu. La démocratie allemande tanguait. Puis, le 1er octobre, la cocotte minute explosa. Des foules descendirent dans les rues de Berlin. 2000 manifestants réclamaient des comptes sur les contrats occultes de gaz. À Munich, le ton monta d'un cran. Les slogans pour une Bavière autonome fusaient. L'impensable se murmurait à voix haute. La fracture de l'unité allemande. Et c'est dans cette Allemagne fragilisée, ébranlée, que s'inscrivit la scène la plus saisissante de cette crise. Le 10 octobre, pile un mois après avoir lancé la première salve contre Berlin, Sébastien Le Cornu fut convié à s'exprimer à la tribune de l'université Humboldt. L'invitation n'émanait pas des autorités, mais des étudiants eux-mêmes. Ils voulaient entendre celui qui, selon leurs mots, avait déboulonné le mythe allemand. L'amphithéâtre était bondé jusqu'à la dernière marche. 3000 jeunes, allemands pour la plupart, mais aussi des délégations venues de Rome, Varsovie, Madrid ou Stockholm. Tous réunis pour écouter un Français. Et pas n'importe où, à Berlin, dans le temple universitaire prussien. Le paradoxe était exquis. Un premier ministre français célébré en héros, venu donner une leçon d'éthique politique sur le sol même de ceux qu'il avait publiquement dénoncés. L'histoire, parfois, a le sens du symbole. « Chères étudiantes, chers étudiants », lança Le Cornu, accueilli par une salve d'applaudissements nourris. « Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour faire la morale, mais pour parler d'un combat que nous partageons tous, celui du destin de notre continent. » Il marqua un silence appuyé. « Et ce destin, mes amis, ne peut reposer sur les fondations fragiles du mensonge et du double jeu. Il doit s'ancrer dans la sincérité, la lumière et la loyauté. » Son allocution dura 3 quarts d'heure, ponctuée de salves enthousiastes.
À chaque évocation du courage qu'il faut pour faire face aux puissants, la salle résonnait comme un stade. Et lorsqu'il opposa l'Europe des citoyens à celle des élites corrompues, c'est une foule debout qui le porta littéralement par l'ovation. Ce jour-là, Le Cornu ne parlait pas seulement à des étudiants. Il conquit, à coups d'idées, le cœur d'une génération allemande. Mais c'est lorsqu'il se tourna vers la jeunesse allemande que l'émotion atteignit son sommet. D'une voix ferme mais vibrante de sincérité, il déclara « Ce ne sont pas vos fautes que je viens dénoncer, mais ce sont vos choix qui façonneront l'Europe de demain. Choisirez-vous le confort du silence ou la grandeur de la vérité? Accepterez-vous l'ombre de la corruption ou embrasserez-vous la lumière de l'intégrité? » La réponse, spontanée, éclata d'un seul souffle. « Vérité! Intégrité !» Et comme si l'histoire voulait y apposer son sceau, un jeune Allemand leva la main, prit la parole en français et dit « Monsieur le Premier ministre, la jeunesse allemande vous remercie d'avoir osé l'honnêteté. Nous serons les bâtisseurs d'une Allemagne nouvelle, digne d'une Europe renouvelée. » Ces mots résonnèrent bien au-delà de l'amphithéâtre. Ils traversèrent les frontières, s'imposèrent dans les médias et firent le tour du monde. Les semaines qui suivirent confirmèrent ce que beaucoup refusaient encore d'admettre. Le Cornu venait de retourner la vapeur, en Allemagne même. Les sondages étaient sans appel. 67% des citoyens allemands saluaient désormais ces révélations. Phénomène inédit depuis 1945, un chef d'État français était devenu plus populaire outre-Rhin que dans son propre pays. Et cette bascule d'opinion secoua les urnes. Aux élections régionales d'octobre 2025, les partis plaidant pour la transparence et soutenant le Cornu réalisèrent une percée historique. Les Verts, pionniers dans la dénonciation des arrangements opaques, doublèrent leur score. Die Linke, chantre d'un renouveau éthique, signa son meilleur résultat depuis plus d'une décennie. Le 15 novembre 2025, exactement 2 mois après le choc de Bruxelles, un appel inattendu fit vibrer le téléphone de Le Cornu. Au bout du fil, une voix connue, calme, presque maternelle. C'était Angela Merkel, depuis sa retraite silencieuse en Bavière. « Sébastien, dit-elle simplement, je vous appelle parce que je n'ai pas de mot plus fort que celui-ci. Merci. Vous avez réveillé mon pays alors qu'il bissait lentement vers le précipice. Vos révélations n'ont pas humilié l'Allemagne. Elles l'ont empêché de sombrer. » Venue de celle qui avait incarné l'Allemagne pendant 16 ans, ces paroles valaient plus que n'importe quelle médaille. En une phrase, Merkel venait de consacrer la stature morale de Le Cornu. Il n'était plus juste le démystificateur du scandale énergétique. Il devenait celui qui avait, contre toute attente, redonné à l'Europe une colonne vertébrale. En décembre, 3 mois après l'explosion de Bruxelles, l'Union européenne adopta un arsenal de lois baptisées, par les journalistes eux-mêmes, les clauses Le Cornu. À présent, chaque contrat énergétique des États membres devait être intégralement publié. Tout accord avec des nations sous sanction devait passer par l'aval de Bruxelles. Et, nouveauté radicale, la corruption énergétique entrait dans le droit pénal européen, punie d'une exclusion temporaire de l'UE. Ironie de l'histoire, l'Allemagne fut la première à appliquer ces règles. Sa nouvelle chancelière, Saskia Esken, ordonna la divulgation totale des archives énergétiques nationales et créa une agence de transparence, confiée à un magistrat français détaché par Paris. L'humiliation était totale. Mais elle portait les germes d'une renaissance. Le 31 décembre, devant des millions de téléspectateurs, Le Cornu s'adressa à la nation. Son discours, sobre mais implacable, résonna dans tous les foyers européens. Il y a 4 mois, l'Europe étouffait dans le mensonge. Aujourd'hui, elle respire à nouveau grâce à la vérité. Il y a 4 mois, l'Allemagne dominait par la ruse. Aujourd'hui, elle apprend à marcher droit. Il y a 4 mois, nous étions ignorés. Aujourd'hui, nous incarnons la conscience de ce continent. Puis il conclut par cette phrase, déjà gravée dans l'histoire. En 8 minutes, j'ai révélé l'hypocrisie allemande, et en 8 minutes, j'ai libéré l'Europe de 20 ans de silence. 2026 s'ouvrit sur une Europe métamorphosée. L'Allemagne assainie.
la France restaurée dans son rôle de repère moral. Et un homme, âgé de 39 ans, qui avait prouvé qu'avec la seule force d'un discours, on peut renverser un empire du silence.